comment on lutte contre les feux de forêt aux États-Unis. Pays de la démesure, gros feu, gros avions. Debout là-dedans. Bonjour. C'est Lâché Solo tous les vendredis à 18h sur Jumpseat, la chaîne Twitch d'Aérobuzz. Je suis Frédéric Marsali. Pendant cette heure, je vais vous raconter une histoire d'avion comme d'habitude, l'histoire d'une épopée de l'aéronautique américaine récente. Regardez. On va parler des Boeing 747 Supertanker, donc des Boeing 747 qui ont été modifiés aux États-Unis pour lutter contre les feux de forêt à partir du début des années 2000. Il y a eu 3 avions différents, mais on va vous raconter l'histoire de ces 3 avions, comment ils ont été conçus, par qui, pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. Et puis on a quelques vidéos aussi sympas à vous montrer, vous verrez, des appareils en action. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que je suis un grand fan du 747, je suis un grand fan des pompiers du ciel. Ils ont réussi à mettre les deux en un, et donc je suis hyper fan. Et j'ai eu une chance vraiment incroyable. Je fais partie des gens qui ont pu approcher le Supertanker à plusieurs reprises, à 2 reprises. J'ai couvert cette aventure-là de très près pendant une bonne quinzaine d'années avec des informations en direct puisque j'étais en contact avec la boîte qui faisait voler ces avions. Donc je pense que j'ai sans doute les informations les plus à jour sur le sujet, et c'est une histoire qui est très représentative de comment on lutte contre les feux de forêt aux États-Unis. Pays de la démesure, pays de la démesure, le plus gros avion du monde a été utilisé pour lutter contre les feux. Ça peut paraître pour nous une aberration peut-être, mais en fait non, c'était tout à fait logique, cohérent et techniquement plutôt réussi, on va dire. On va revenir parce que cette aventure-là commence réellement au début des années 2000. En 2002 pour être très très précis. Le monde des pompiers du ciel américains est perturbé en 2002. Au début de la saison 2002, au niveau de la flotte fédérale, ce sont les bombardiers d'eau qui sont loués par l'État, par Washington, pour être utilisés sur l'ensemble du territoire américain. Évidemment, comme la Californie, comme d'autres, il y a des flottes locales, il y a des États qui louent leurs propres avions, il y a des communautés, des villes qui louent leurs propres avions. Ça ne rentre pas en ligne de compte. Là, on parle de la flotte fédérale, la flotte nationale américaine. En 2002, il y a 2 crashs importants, un C-130 et un Privateer, qui entraînent 2 ans plus tard, en 2004, l'interdiction de ces 2 types d'avions parce que les avions ont explosé en plein ciel, parce qu'ils ont été mal entretenus. Donc il y a une remise à plat du système de location. L'US Forest Service, qui est donc l'organisme qui est en charge de louer ces avions, ne les exploite pas lui-même. Il loue des avions à des sociétés de travail aérien. Et ils se sont aperçus que dans une des compagnies aériennes en question, la maintenance n'était pas bien faite et ça a coûté la vie à 5 aviateurs en quelques semaines aux États-Unis, donc en ce terrible été 2002. Sauf qu'à ce moment-là, les États-Unis sont confrontés à des feux d'une ampleur de plus en plus importante. Et là, on a une flotte de 44 avions lourds, on parle d'avions qui emmènent aux alentours d'une dizaine de tonnes de retardant à chaque fois. 44 en début de saison, interdiction de vol des C-130, interdiction des Privateers, et puis 2 ans plus tard, interdiction de tout ce qui n'est pas quadrille turbine, si bien qu'en 2 ans, la flotte, elle passe de 44 avions à tout juste une vingtaine. Alors que le risque feu est toujours aussi important. Et là, dans les sociétés de travail aérien qui sont un petit peu impliquées dans ce business, il y a des gens qui réfléchissent. Et parmi ces sociétés où on a une certaine appétence au contrat sur les feux de forêt, il y a la compagnie Evergreen. Alors la compagnie Evergreen, c'est une société un petit peu étrange dont je vais vous raconter l'histoire parce qu'elle est importante. C'est une société qui est créée en 1960 dans l'Oregon par un monsieur qui s'appelle Delford M. Smith, pilote d'hélico, qui fonde sa compagnie en 1960 avec quelques hélicoptères Healer pour faire du travail aérien. Et puis il développe sa compagnie, mais très bien d'ailleurs, puisque très rapidement il finit par utiliser des hélicoptères lourds, et notamment sur les feux de forêt, puisqu'on commence à avoir des HVE qui sont employés, notamment dans l'Oregon. L'Oregon, qui est un état qui est juste au nord de la Californie, c'est un état qui est très très vert, où il y a beaucoup de forêts, qui est assez humide, mais l'été, ça brûle quand même un peu. Donc il développe notamment cette branche Evergreen de travail aérien, orienté aussi vers la lutte contre les feux de forêt, si bien qu'il fait partie dans les années 70-80 des utilisateurs des aircranes comme celui-ci, qui est assez représentatif des appareils lourds qui étaient utilisés pour lutter contre les feux au sein de cette compagnie. Et c'est une compagnie qui s'est développée autour des hélicos de travail aérien, qui avait aussi des branches levage et transport, et notamment elle a utilisé donc des S-58,
des Aircrane comme on voit, mais aussi des hélicoptères français comme les Alouettes 2, les Alouettes 3, des Lama, et puis évidemment des belles Jet Ranger, tout ça. Donc c'est une grosse compagnie avec plusieurs dizaines d'hélicoptères finalement au bout d'une dizaine d'années, et la société se développe. Par ses missions, elle développe un gros chiffre d'affaires, il y a de l'argent, ils investissent, et ils ont investi notamment dans l'acquisition de 2 autres entreprises. La première, c'est Johnson Flying Service, qui est une société qui était basée à Missoula. Missoula, dans le Montana, c'est pareil, c'est une grosse base de bombardiers d'eau. Ils ont acheté cette vieille société, Johnson Flying Service. C'est une des entreprises pionnières du feu de forêt aux États-Unis. Ils ont fait les premiers essais de largage avec un Ford trimoteur dans les années 50. Puis finalement, ils s'étaient plus ou moins spécialisés dans le largage des smoke jumpers. C'est-à-dire les smoke jumpers sont les pompiers parachutistes qu'on expédie au milieu de la pampa pour aller tailler en urgence des pare-feux pour empêcher la progression des feux. C'est aussi une autre méthode. Donc il faut des avions pour larguer ces pompiers parachutistes. Et Johnson Flying Service était un des pionniers de ce job-là. Alors avec le Ford trimoteur qui a volé très très longtemps, puis aussi avec des DC-3. Donc, une compagnie sympathique. Elle est rachetée donc par Smith dans les années 70, qui développe comme ça son catalogue aussi d'avions et de matériel aéronautique. Et en 1975, la compagnie acquiert une autre société qui s'appelle Intermountain Aviation, qui est basée à Marana, au Pinole Park de Marana. C'est juste à quelques dizaines de kilomètres au nord-ouest de Tucson. Et c'est une compagnie qui est très particulière et qui a une histoire très chargée. C'est une compagnie qui en fait appartenait à la CIA. Intermountain fait partie de ces nébuleuses de petites compagnies de travail aérien, comme Air America par exemple, qui a eu, elle, des développements assez importants. Intermountain faisait partie des compagnies de travail aérien que la CIA finançait en partie pour pouvoir disposer d'avions pour des missions spéciales. Et Intermountain, par exemple, elle a été impliquée dans les années 60 dans les opérations contre Cuba. C'est les avions qui ont été utilisés, les Avensis Invader, qui ont été utilisés par la CIA pour le débarquement de la baie des Cochons. Ce sont des avions qui ont été acquis par la CIA via Intermountain. Parce que la société avait des velléités aussi peut-être d'arriver aussi dans le business des bombardiers d'eau, que l'Invader était à l'époque un avion potentiel intéressant pour son potentiel de bombardier d'eau, ce qu'il a été effectivement assez rapidement après. Donc Intermountain, c'est une société de la CIA qui a des avions, qu'on modifie aussi pour d'autres opérations, au Laos, au Vietnam, et donc, elle est acquise en 1975 par Evergreen. Ça leur permet de développer aussi d'autres branches, puisqu'au moment où Evergreen rachète Intermountain, Intermountain a des B-17, bombardiers d'eau en service, et des Neptune. Donc, Evergreen rentre par une deuxième porte, à nouveau dans le business des bombardiers d'eau. Petite anecdote. Parmi les B-17 qui ont été achetés par Evergreen, au moment de l'acquisition d'Intermountain, il y avait ce B-17-là. Et ce B-17-là, il a une histoire absolument extraordinaire. Alors, ça n'a pas grand-chose à voir avec le supertanker, mais là, je ne pouvais pas faire autrement que de vous raconter ce qu'a fait ce B-17-là. Ce B-17-là, vous le connaissez si vous êtes cinéphile. Vous avez peut-être vu le James Bond Opération Tonnerre, dans lequel on voit James Bond qui est récupéré par un B-17 avec un procédé Fulton. Procédé Fulton, ce sont ces deux grandes griffes à l'avant de l'avion. Vous envoyez un ballon avec de l'hydrogène ou de l'hélium qui monte au bout d'une corde, et l'avion arrive, saisit la corde, et du coup emporte le paquet qui est accroché à ce ballon. Ça peut être du matériel ou ça peut être des hommes. C'était une technique d'exfiltration sur un certain nombre d'opérations. Et le B-17 d'Intermountain, qui était normalement un tanker, un avion bombardier d'eau, avait été modifié avec un Fulton pour une opération qui a eu lieu pareil au début des années 60, l'opération Cold Feet, qui a consisté à envoyer des agents de la CIA en Arctique pour explorer une station russe dans le coin qui avait été abandonnée, qui avait été repérée en tant que station abandonnée, donc au milieu du désert blanc. Donc ils avaient été parachutés, 3 agents, qui avaient fouillé la station qui avait été vidée par les Russes. Et pour les récupérer, ils avaient utilisé le B-17 avec le procédé Fulton pour les extraire simplement avec le ballon. Hop, l'avion les attrape. Et ils ont aussi récupéré du matériel. Et c'est à partir de cette exploration, de cette opération Cold Feet, qu'ils sont aperçus que les Russes mettaient des écoutes dans l'océan Atlantique pour écouter les sous-marins nucléaires américains naviguer. Donc c'était une opération très importante. Eh bien, c'était une opération de la CIA qui avait été menée par les moyens aériens de la compagnie Intermountain. Et c'est à cette époque-là, un petit peu après, que le film est tourné. Et donc, c'est pour ça que le B-17 a été utilisé pour ce film. Et ça fait partie des moyens que Evergreen rachète. Parce qu'au moment où, en 1975,
Evergreen rachète Intermountain, le B-17 est toujours en service et il est bombardé d'eau, il s'appelle le Tanker 22. Donc voilà le système Fulton vu de face sur un B-17, et je pense que c'est le B-17 même si celui avait tout alu, je pense que c'est le Tanker 22 au moment de l'opération Cold Feet. Voilà, ça fait partie de l'histoire de la CIA, tout ça. Et voilà, le Tanker 22 en fin de carrière, après 75, une fois qu'il a été acheté par Evergreen et qu'il est utilisé, comme on le voit aux couleurs de retardant sur son ventre, utilisé comme bombardier d'eau. Il est utilisé comme bombardier d'eau de retardant jusqu'au début des années 80, je crois. Et puis, il devient Warbird. Il est exposé un temps à McMinnville, qui est en fait l'endroit en Oregon, où Evergreen a été créé, où il y a un musée. Et le patron d'Evergreen étant devenu relativement riche, c'est lui qui a acheté le fameux hydravion de Howard Hughes, le Spruce Goose, et qui l'a amené à McMinnville, où il est toujours exposé. Et le Tanker 22 a terminé aussi sa carrière à McMinnville en étant exposé dans ce fameux musée. Ceci dit, il y a quelques années, il a été revendu. Il est quelque part aux États-Unis dans un atelier en train d'être restauré. Et on espère qu'il sera restauré en état de vol. Par contre, il sera restauré dans son standard Seconde Guerre mondiale. Alors que je crois que cet avion n'a jamais participé à la Seconde Guerre mondiale pour autant. Voilà, ça c'était un petit incise sur les B-17 d'Intermountain et d'Evergreen. Mais ce qui explique aussi pourquoi Evergreen a toujours eu un intérêt pour le feu de forêt, par ses hélicos et par ses avions, donc B-17 et Neptune notamment. Mais les liens avec la CIA qu'avait Intermountain, qui était clair et net, ont toujours eu des rejaillissements sur l'activité d'Evergreen, qui a toujours été considérée aussi, à tort ou à raison, comme une compagnie de la CIA. Il faut considérer que la compagnie Evergreen, dans sa principale activité ensuite, était surtout une compagnie cargo et de charter, avec des Boeing 727, avec des Boeing 747, avec des DC-8, des DC-9. Et c'est vrai qu'ils avaient des contrats avec la défense américaine pour transporter des troupes au Vietnam, par exemple. Et puis, pendant la guerre du Golfe en 91, pour le pont aérien qui a amené tout le matériel en Arabie Saoudite pour attaquer l'Irak, les avions, les Boeing 747 d'Evergreen ont été impliqués. Ça, c'est un Neptune bombardier d'eau. Celui-là relève de la compagnie Neptune Aviation à Missoula, justement, mais c'est une autre compagnie. En règle générale, beaucoup de compagnies de travail aérien qui sont impliquées dans les feux de forêt aux États-Unis sont souvent accusées d'être encore des agents de la CIA, même si c'est de moins en moins vrai. Mais ça fait partie un peu de la légende autour de ce business-là. TNJ, IAR, qui avait des C-130 et pour lequel Jérôme a volé, on suppose, eu aussi des liens avec la CIA à un moment ou un autre. Il faut comprendre que la CIA aux États-Unis, c'est une agence qui n'a jamais eu vraiment de problème de budget. Et pour la discrétion de ses opérations, ne pouvant pas avoir d'avion en propre, parce que un avion siglé CIA, c'est pas discret, sont toujours passés par des sociétés écrans. L'exemple le plus connu, c'est Air America, mais il y en a eu d'autres. Ça, c'est un sujet infini. Et ces branches-là ont toujours eu des liens avec la lutte contre les feux de forêt. On arrive donc dans ces années 2000 où donc la situation des flottes fédérales, la situation devient vraiment difficile parce que y a de moins d'avions et de plus en plus de feux. Et là, dans les bureaux d'études, ça phosphore. Et ça phosphore vraiment très fort. Parce que, gros feu, pas beaucoup d'avions. Comment compenser? En compensant, en développant des flottes d'avions plus récents et si possible des avions plus gros. Et là, Evergreen, qui est exploitante de Boeing 747, à l'époque ils ont des 747-100, des 747-200 et je pense qu'ils commencent à avoir des 747-400. C'est vraiment le gros de leur flotte, ils en ont plus d'une vingtaine. Mais ils ne sont pas tous utilisés. Certains restent stockés au Pinal Park, dans l'Arizona, c'est un endroit relativement désertique, tu gardes ton avion, tu sais qu'il ne bouge pas. Et les flottes tournent comme ça. Et ils ont des 747, donc ils ne savent pas trop quoi en faire, qui tournent, qui font du transport quand il y a des contrats, mais quand il n'y a pas de contrat, ils restent stockés. Et ça phosphore au point que certains disent, mais pourquoi on n'utiliserait pas des 747 pour lutter contre les feux? Il y a de l'argent, c'est une société qui n'a pas de problème, qui a des contrats, donc ils arrivent à libérer un budget pour développer un système embarqué sur un Boeing 747. C'est un budget, alors j'ai jamais eu le budget total, mais on l'estime entre 40 et 50 millions de dollars en 2000-2002 pour développer un système embarquable sur un Boeing 747. Ça, c'est une photo amusante, entre guillemets, d'un Boeing 747 d'Evergreen. Vous reconnaissez la décoration avec les bandes noires et vertes.
Cet avion, vous le connaissez aussi. Alors, lui aussi, il a fait du cinéma. C'est l'avion qui explose à la fin de Die Hard 2, là où quand Bruce Willis ouvre le réservoir de carburant, qui met le feu au carburant, que l'avion décolle avec les méchants et qu'il explose en plein ciel. Et ben, cet avion qui est alors si je me souviens bien, c'est le N473 Echo Victor. Quelques années plus tard, il lui est arrivé un petit problème en vol à Anchorage. Il a décollé, il a perdu un réacteur. On le voit bien là sur le. Il manque un truc, il est rentré dans une zone de turbulence et le réacteur s'est arraché, est tombé, mais l'avion est revenu à Anchorage, la preuve, et a été réparé, a revolé, et finalement il a été ferraillé, mais en 2001 seulement. La solidité des Boeing 747, l'intérêt, la connaissance qu'Evergreen avait de ces avions, et on le voit là, parce que exploiter un avion, avoir une grosse casse comme ça, pouvoir réparer l'avion et le remettre en service, ça veut dire qu'on a du budget, on a des compétences, quoi. Donc la compétence globale d'Evergreen sur le 747 les entraîne à réfléchir à une solution embarquable. Major Boynton, ce serait faisable pour la France d'avoir un 747 bombardier ou non? Alors, je vais répondre très rapidement à la question. À mon sens, en France, non, parce qu'on n'a pas de feu assez important pour justifier un VLAT, que ce soit un Boeing 747 ou un DC-10, par exemple. Par contre, en avoir à l'échelle européenne, oui. Simplement, il faut vaincre un certain nombre de contraintes qui sont politiques dans un premier temps, qui sont aussi psychologiques et qui sont aussi de l'ordre de la logistique. Parce que les pompiers, quand tu leur poses des questions, et on en parlera quand le 747 était venu en France, ça fait partie des réactions qu'on a eues, ne pensent que Canadair. Et donc, à partir du moment où un avion qui n'écope pas vient, il se pose la question de savoir à quoi ça sert. Et puis, il y a des histoires de coûts, il y a des histoires de logistique, parce que si tu veux bien les utiliser, il faut les utiliser avec du retardant. Et en France, on a des pélicandromes. Alors, tous ne pourraient pas recevoir un 747. Et on a la logistique retardant. Mais on est le seul pays en Europe occidentale à avoir cette logique. Donc, en France, je dirais non. Mais à l'échelle européenne, c'est des avions qui pourraient être extrêmement intéressants. Donc, en 2006, entre 2004 et 2006, ils mettent au point le système, qui est une soute interne pressurisée, dont le principe est simple. Vous avez dans la soute cargo un ensemble de réservoirs d'air et de retardants qui se déversent par 4 buses qui sont situées en arrière du train d'atterrissage principal. Et l'avion fait ses premiers essais comme ça. Ça, c'est une photo des premiers essais. Je me demande si c'est même pas le premier largage en 2006. Et évidemment, on le voit, c'est fait au-dessus du désert, dans l'Arizona, au Pinal Park à Marana, que voici. Alors, le Pinal Park, c'est un aérodrome qui sert essentiellement pour stocker des avions depuis très longtemps. C'est une ancienne base de l'Air Force, on voit le système en triangulaire. Ça, c'est une base qui a dû servir beaucoup pour l'entraînement pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est des endroits où il faisait beau toute l'année, donc on pouvait faire voler des avions d'entraînement toute l'année pour préparer les pilotes à aller au front sur le Pacifique ou sur le front européen, avec une structure de 3 pistes en triangle, comme ça, il y en a toujours une qui est face au vent. Évidemment, c'est des aérodromes qui, après la guerre, perdent de l'intérêt, sauf que c'est là que s'installe Intermountain, et donc, comme Intermountain est racheté par Evergreen, Evergreen s'installe là, stocke ses 747 quand il y a besoin, l'utilise comme base de dépôt, puis il y a une activité de démantèlement d'avions qui se fait là aussi. Et là, ici, vous avez quand même une base d'hélico de l'Air National Guard de l'Arizona, qui est ici, juste à côté. Mais là, tout ce que vous voyez, tous les avions que vous avez là, ce sont des avions qui sont stockés, soit en stand-by, en attendant de retrouver des clients, ou de partir en pièces détachées parce que les réacteurs, ça peut intéresser tel ou tel, ou un manche à balai. Tiens, tu casses ton manche à balai de 747, t'en commandes un, et puis on en récupère un là dans le stock. Alors, casser un manche à balai de 747, il faut s'accrocher. Et donc, c'est là que le 747 est prélevé dans la flotte d'Evergreen et transformé en bombardier d'eau. Et ça, c'est une photo qui date de 2005, que j'ai pris sur Google Earth, c'est marqué ici. Là, vous avez une espèce de dessin de rail, une espèce de marque bizarre sur la zone juste à côté de l'aérodrome. C'est très simplement des repères qui ont été dessinés dans la pampa, c'est de l'herbe rase, qui ont servi pour les essais de largage du 747. Ça, c'est un truc qui est resté 1 an ou 2, qui a été utilisé assez régulièrement pour les largages d'essais, qui permettait de voir la répartition
du liquide après les largages du 747. C'est surtout une zone qui a aussi l'avantage d'être au milieu du désert. Il y a une route, il n'y a personne autour, ils font ce qu'ils veulent, ils gênent personne, tout va bien. Et effectivement, pour un certain nombre d'opérations un petit peu délicates, bah, effectivement, c'est un bon emplacement. Donc en 2006, ils ont modifié un avion, ils ont déposé des brevets, et ça c'est un extrait d'un des brevets déposés par Evergreen sur le système de largage du 747. C'est un système sous pression, donc on a ici un certain nombre de réservoirs d'air qui sont mis sous pression soit par un compresseur au sol, soit par la compression de l'air via les bleeds, enfin, par le prélèvement d'air dans les réacteurs, hein, ce qui fait la pressurisation des avions. Il y a des compresseurs à bord des avions, hein, quelque part. Et donc là, vous avez les réservoirs d'air avec les tuyaux, et là, vous avez les réservoirs de retardant que l'air va chasser vers l'arrière et qui vont sortir par 4 buses qui font une vingtaine de centimètres chacune. Ce système sous pression, il est pensé dans un but tout simple, c'est que en général, les bombardiers d'eau, que ce soit les Canadair ou même les avions un peu plus lourds aux États-Unis, larguent leur charge aux alentours de 100 pieds de hauteur, parce que peuvent voler bas. Les gens d'Evergreen savent que ça va être difficile d'engager ce genre d'avion dans le relief, parce que ça a des trajectoires qui sont un petit peu plus tendues. C'est maniable, il n'y a pas de problème. Simplement, il y a des histoires de sécurité, de réaction. Surtout que là, on est sur du 747-200, c'est pas le plus puissant de la bande. Donc, ils se disent, si on pressurise le système, on peut avoir une efficacité de largage équivalente en volant à 700-800 pieds. Très bien, comme ça, on se dégage un petit peu du petit relief, on est au-dessus, on vide le truc, on met plein gaz, on se barre, tout va bien. Ça crée une marge de manœuvre un petit peu plus importante. Le problème, c'est qu'effectivement, on ne peut pas ouvrir une vraie soute sur un 747, encore une fois à cause du train d'atterrissage, donc il faut trouver une autre idée. Et donc, ils ont modifié un de leurs 747-200. En 2006, ils obtiennent la certification de leur STC. Le STC, c'est un certificat complémentaire au certificat de type. C'est-à-dire, c'est une modification qui est validée. Vous avez modifié lourdement un avion, on valide cette modification. Comme ça, il n'y a pas besoin de recertifier tout l'avion, on certifie simplement la modification qui a été faite. Donc, le 747 est prêt, on lui met des belles couleurs, on le baptise Super Tanker, il devient le Tanker 947. Et là, Evergreen le propose à l'US Forest Service, à tous les autres organisations qui louent des avions pour la lutte contre les feux de forêt, en disant « Nous, on a le plus gros, qui n'en veut ?» Les gens viennent les voir, et c'est combien, et comment ça marche, et... Donc Evergreen ne capte pas énormément de contrats, n'en capte même aucun. Et l'avion fait un certain nombre de tournées de démonstration parce que y a un budget pour ça. Si on veut des contrats, il faut montrer ce que l'avion est capable de faire. Donc on le charge avec de l'eau, parce que ça coûte moins cher que le retardant, et on l'emmène en Californie, on l'emmène dans l'Oregon, et on l'emmène même en Europe pour le montrer. Là, c'est le Supertanker, il est pris en photo à Gatwick, donc au nord de la Grande-Bretagne. Il est en route pour venir faire... alors, je ne sais pas où s'il a vraiment fait une démonstration ou s'il était en mission cargo, mais il est venu une fois en Europe. À ma connaissance, il n'est pas venu faire de démo de largage, il est juste venu en Europe présenter le système sans doute, mais il n'a pas donné lieu à des démonstrations à ma connaissance. Donc ça se passe 2006-2008, et pour Evergreen, rien. Pas un contrat, uniquement des démonstrations. Sauf qu'à cette époque-là, Evergreen, ça reste une compagnie aérienne cargo, ils ont du boulot, et forcément, un 747 qui rapporte pas d'argent, c'est un 747 qui coûte. À un moment, les comptables disent, bon, là, c'est joli votre truc, là, mais nous, on voudrait récupérer le 200, parce qu'avec sa charge utile, on a du job pour lui. Donc, le 747-200 est arrêté aux alentours de 2008. La soute est démontée. Comme c'était un cargo, et je crois que celui-là devait avoir le nez qui s'ouvre, donc c'était une soute qui était palettisée, donc qui était facile à ouvrir, à sortir et à rentrer par le nez de l'avion, un peu comme un MAFS, mais par l'avant plutôt que l'arrière. Elle a été démontée, puis en fait, comme elle était très lourde et elle grévait un petit peu la quantité de retardant embarquable, ils ont créé une deuxième soute, plus légère, non palettisé, et ils l'ont installé sur un 747-100. Alors, la quantité de retardant embarqué à bord du 747-200 était aux alentours de 75 tonnes, 72.
un peu plus de 70 tonnes. Ça correspond à la charge utile. Avec de la marche tranquille, un 747, ça emmène allez, facilement une centaine de tonnes. Avec 70 tonnes, il reste assez de place pour prendre du carburant. Et puis voilà. La deuxième était en alu et non en acier aussi. Effectivement, ils l'ont allégé, ils l'ont fait un peu plus légère la deuxième soute et ils l'ont installé dans un 747-100. Pourquoi un 100? Parce que le 100 est une version plus ancienne, ce sont des avions qui s'étaient un peu plus usés et qui étaient un petit peu moins performants, qui avaient un petit peu moins de charge utile. Bon, tu as un avion qui est un petit peu en fin de carrière, c'est le moment d'en faire un bombardier d'eau. Et donc, ils ont modifié un 747-100 qui est devenu le tanker 979. Donc lui, il est modifié aux alentours de 2008. Donc la soute est plus légère parce qu'elle est en alu et non plus en acier. Elle est plus palettisée, donc il n'y a plus le poids de la palette, tout simplement. Il est approuvé par l'Interagency Tanker Board en mars 2009, donc l'année d'après. Il fait quelques démonstrations. Donc alors l'Interagency Tanker Board, c'est une espèce de comité des experts des bombardiers d'eau aux États-Unis qui valide les projets de bombardiers d'eau. En gros, vous certifiez un STC, mais pour qu'il soit approuvé par les organismes qui louent des avions, il faut le passer devant le board qui dit oui, votre système est bien, on valide le truc, comme ça vous pouvez avoir des contrats. Si vous avez un bombardier d'eau, vous le présentez et qu'il n'est pas approuvé par le board, vous êtes sûr que vous n'aurez aucun contrat, parce que c'est un comité d'experts. Donc il est validé, approuvé en 2009, mais pareil aux États-Unis, ça donne rien, ça marche pas, et personne ne signe de contrat, donc il faut trouver des clients. Ils envoient l'avion en Europe en juillet 2009. Et ça, c'est une photo que j'ai faite, moi, à Châteauroux, je crois que c'était le 25 juillet 2009. L'avion est venu faire une démonstration. Alors, j'ai eu l'information grâce à un ami qui est à Châteauroux et qui était pompier sur l'aéroport, notamment, Dominique Rosen, qui, quelques jours avant, m'a dit « Fred, tu es au courant, il y a le supertanker qui vient à Châteauroux. » Et donc, avec Cyril, on s'organise. Lui, il pose une journée de congé, et puis moi, comme je suis indépendant, je me libère. Et on décide d'aller à Châteauroux voir ça. J'arrive à me faire accréditer. Il va faire accréditer Cyril, et on arrive effectivement à Châteauroux ce jour-là. Et effectivement, le 747 est sur le parking. Ça, c'est une sacrée surprise. Alors, il faut juste savoir qu'à l'époque, les réseaux sociaux, ça n'existe pas encore vraiment. Ça ne marche pas aussi bien qu'aujourd'hui. Les informations restent toujours très difficiles à trouver. Flight Radar, c'est balbutiant, donc pour suivre les avions, c'est compliqué. Là, on est encore dans la com à l'ancienne. C'est-à-dire qu'il y a une agence de com qui a été mandatée par Evergreen pour inviter des journalistes. Enfin, ils ne connaissent pas les journalistes aéronautiques. Donc, quand on arrive sur place, il y a des délégations de pompiers. Il n'y a aucune délégation de la sécurité civile qui... Alors, je ne sais même pas s'ils ont été mis au courant. Ou alors, ils ont été mis au courant et ça ne les intéressait pas. Et il y avait quelques pompiers, notamment des pompiers d'Indre, qui étaient là pour regarder le tanker, et puis pour se dire, mais qu'est-ce qu'on va en faire de ce machin? Et puis se posent des questions notamment du remplissage, où il faut remplir de 70 000 litres d'eau pour faire la démonstration. On a un poteau d'incendie là, mais ils ne débitent pas des masses. Ils ont mis une demi-journée complète pour remplir l'avion. Et puis, il y a une conférence de presse qui est organisée après la démonstration en vol. Mais d'abord, il y a eu la démonstration en vol. Et après, conférence de presse avec les gens d'Evergreen, les pompiers, et puis un traducteur qui devait être quelqu'un de la CCI et qui, visiblement, s'est rendu compte qu'il ne comprenait pas ce qu'il traduisait. Par exemple, à chaque fois que les gens parlaient du Forest Service, les gens d'Evergreen parlaient du Forest Service, le traducteur traduisait par US Air Force. Parce que le Forest Service, ça lui disait rien, donc il entendait USFS. Bon, mais il traduisait USAF, quoi. Bon, bref, ça c'était fun. Il y avait mon confrère Frédéric Lert aussi, qui avait fait ensuite un très bon papier dans Aviasport. Des mots incroyables. Sauf que, voilà, un beau jeune, j'étais beau, j'étais jeune, j'avais mon D70, j'avais des chaussures lamentables, un jean comme d'habitude. Voilà, mais en tout cas, voilà, je peux prouver que j'étais à Châteauroux et que j'ai bien vu le supertanker. Et dans les visites, donc, on a pu monter dans l'avion et voir le système. Alors ça, c'est le fameux système de cuve. Donc là, vous avez le retardant qui est là. Et puis, alors, je ne sais pas exactement le système, mais je pense que l'air arrivait par les tuyaux là.
Il devait y avoir des cubes de compression. Enfin, le système, je ne suis pas allé l'analyser à fond. Et donc, on a pu visiter l'avion, le cockpit, tout ça, assister à la conférence de presse. Alors, ce qui était très marrant dans la conférence de presse, c'est qu'à aucun moment, Evergreen n'a parlé de vendre l'avion. C'était vraiment un avion qui était proposé à la location pour dire, bah, quand vous avez des gros feux, appelez-nous, on vient. Mais évidemment, dans l'imaginaire du pompier de base et du journaliste de TF1, c'est ah oui, c'est l'avion qui pourrait remplacer les Canadair, ce qui est une hérésie totale. Les compléter, oui, mais pas les remplacer. Ah, il emmène 10 Canadair. Oui, mais c'est du retardant, ça n'a rien à voir. Peu importe. Mais à partir de là, à partir du moment où vous avez ce problème de compréhension de l'outil, bah évidemment, vous ne pouvez pas décrocher de contrat. D'un autre côté, aux États-Unis, ils ont la compréhension de l'outil et ça ne décrochait pas de contrat. Pourquoi? Ça, je ne sais pas. À l'époque, ça a été compliqué. Voilà les 4 buses à l'arrière de l'avion. Elles ne sont pas très grosses et c'est par là que le retardant sort. Voilà. Et sur le 747-100, c'est la même chose. Après la démonstration de Châteauroux qui ne donne rien parce que les Français ne comprennent pas le système, l'avion part en Espagne. Alors, ils font une démonstration en Allemagne, mais après ils partent en Espagne. Et à ce moment-là, en Espagne, il y a des gros feux. Il y a un gros feu dans la région de Cuenca qui fait 5 morts. Et donc le 747, là, est rempli rapidement d'eau et va larguer sur ce feu. Sauf que l'avion est chargé à l'eau. Il va larguer sur ce feu. Il fait son premier largage opérationnel. Donc, il le fait vraiment en Espagne, donc en juillet 2009. Et ça donne pas grand-chose. Les Espagnols voient le truc passer. Sur un gros feu comme ça, de l'eau en largage direct, avec ce système-là, ça marche pas. Ça donne rien. Et du coup, bah, le retour, ça sert à rien leur truc là. C'est de l'argent, c'est du kérosène claqué. Pour rien. L'avion retourne aux États-Unis et donc ça se passe le 25. Je crois qu'il fait son largage en Espagne le 26 ou le 27. Et le 31 juillet, donc quelques jours après, du côté de Fairbanks en Alaska, il y a des gros feux. Et là, Alaska se dit, bah, on va peut-être tenter le 747 parce que les feux là, ils commencent à être gros et une grosse barrière de retardant, ça pourrait marcher. Et là, au retardant, le 747-100 part à Fairbanks, donc il était en Europe 4 jours plus tôt. Donc ça veut dire aussi qu'un avion qui peut être projeté en quelques jours d'un bout à l'autre, d'un côté à l'autre de l'Atlantique et voire même sur les rives du Pacifique, c'est un outil intéressant. Et il fait son premier largage opérationnel sur le continent américain au retardant ce jour-là, dans la zone de Fairbanks le 31 juillet 2009. Le feu s'appelait le Railbelt Complex. Et là, l'avion fait une démonstration, et enfin plus qu'une démonstration, une intervention réelle, et ça se passe plutôt pas mal. De fait, l'avion obtient quelques contrats d'intervention ponctuels. On le retrouve à l'automne du côté de Los Angeles. Au milieu de la ville, il y a des collines qui sont boisées, et quand ça prend feu, bah, ça menace très très vite des habitations. Et là, à l'époque 2009-2010, sur Los Angeles, cette situation des feux est dramatique. Et donc le 747 est utilisé ponctuellement. C'est de la location d'opportunité. Si vous avez un avion de libre, bah écoutez, on vous le prend, vous nous faites de largage, ça nous dépannera bien. C'est pas des contrats sur une durée, c'est vraiment du contrat d'utilisation à la demande. Là, on a besoin, là, envoyez-nous le 747, faites de largage et ça nous ira bien. Donc du coup, Evergreen commence à récupérer un petit peu d'argent, mais pas grand-chose parce que c'est des contrats, bah voilà, même si vous louez 100 000 $ l'avion, vu les investissements que vous avez faits, ça reste quand même largement négatif. En décembre 2010, il y a un énorme feu qui se déclenche en Israël sur le mont Carmel qui fait 40 morts. Là, le 747 est loué par Israël et il part. Il fait 2 largages, mais qui étaient plus ou moins de la démo aussi. Le feu a été vaincu. Ça a surtout incité Israël à acheter des bombardiers d'eau Air Tractor. Mais le 747, là non plus, n'a pas trouvé de contrat. Par contre, médiatiquement, ça a eu du retour parce que quelques semaines plus tard, il y a eu des feux début de l'année 2011 au Mexique. Et là, le Mexique a loué le 747 parce que là, vraiment, il y avait besoin. Et je crois que sur ces feux de 2011, ils avaient loué aussi le Martin Mars qui était venu et qui avait opéré dans un autre secteur. Mais après les feux de 2011, pas de contrat. Donc l'avion est stocké à Marana. On démonte les moteurs parce qu'on a besoin sur d'autres avions, puis que de toute façon, des réacteurs sur un avion, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Donc ça, on les réutilise facilement. Et l'avion est stocké, plus personne n'y touche. Malgré tout, la situation des feux est dramatique. Et en 2011, il se passe un autre truc, c'est que en 2002, je vous ai dit, on est passé de 40 avions dans la flotte fédérale à une vingtaine. Et en fait, cette flotte, elle est représentée par 2 types d'avions. Il y a l'EP3 Orion d'Aéro Union d'un côté et l'EP2 Neptune de Neptune Aviation de l'autre. Et entre 2004 et 2011, il y a aussi
aussi de la casse, hein. Je crois qu'il y a 3-4 Neptune qui partent au tas. Bah, la flotte, elle se réduit. C'est aux alentours d'une quinzaine d'avions au final pour couvrir tout le pays. Et en 2011, juillet 2011, le contrat des P3 Orion d'Aéro Union est dénoncé par l'US Force Service qui dit vos avions ne sont pas bien entretenus, on n'en veut plus. En plein milieu de saison, poum, ça s'arrête. De fait, Aéro Union disparaît. Les P3 Orion sont alors stockés à Sacramento et il ne reste plus que les P2 Neptune pour la flotte fédérale. Les P2 Neptune. On est en 2011. Les P2 Neptune, je rappelle que le premier vol du premier Neptune, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est des avions qui ont 50-60 ans à l'époque. Un peu moins parce que c'est des P2V7 en général, donc c'est des avions des années 50. Et c'est des avions qui n'emportent pas grand-chose. Les Neptunes sont limités aux alentours de 7 tonnes et demie. Et on a retiré du service des P3 Orion qui, eux, emmenaient 11 tonnes et demie. Ça pose de graves problèmes parce qu'à ce moment-là, il y a plusieurs entreprises qui travaillent sur des nouveaux projets. Par exemple, les BAE 146 et les RJ 85. C'est à ce moment-là que les entreprises commencent à bosser sur ces concepts-là parce qu'il y a vraiment un besoin. On se rend compte qu'il n'y a plus d'avions. Il faut créer une nouvelle génération de tankers. Et l'US Forest Service joue le jeu et dit bah oui, alors dans ces cas-là, on crée des nouveaux contrats pour des avions d'une nouvelle génération. Et il y a même des avions qui n'ont pas encore volé, qui n'ont pas encore fait leur premier largage, qui obtiennent des contrats en 2011. C'est les MD-87 d'Ericsson. L'avion n'a pas encore fait son premier largage, qu'il a déjà des contrats. On va s'apercevoir que le MD-87, le système de largage, va avoir des problèmes, donc tout ça va être compliqué. Mais les MD-87, aujourd'hui, sont toujours en service, mais ils ont eu des contrats en avance de phase. Et le PDG d'Evergreen, à ce moment-là, fait un courrier officiel au Congrès et à l'US Forest Service pour dire c'est quoi ce truc-là? Vous n'avez pas d'avion, nous un 747 qui marche et vous ne nous faites pas de contrat, c'est quoi ce délire? L'US Forest Service réagit, dit ok, vous en avez un avion, on vous fait un contrat. Alors le contrat qui est accordé en juin 2013, vous voyez le temps qui s'écoule, est un contrat en call when needed, c'est-à-dire un contrat, on vous appelle quand on a vraiment besoin de vous, c'est pas un contrat opérationnel permanent, c'est-à-dire que votre avion doit être disponible et si on l'appelle, vous venez. Mais si la situation ne le justifie pas, on ne vous paye rien, c'est une pré-réservation. Et donc le contrat qui lui est promis, en cas d'utilisation, c'est 75 000 $ par jour de location, donc d'activité, plus 12 000 $ par heure de vol effectué sur feu. Donc ça veut dire que pour acheminer l'avion à cette époque-là, il est donc au Pinal Park. Les heures de vol pour l'amener en Californie, par exemple, bah, c'est aux frais d'Evergreen. Mais une fois qu'il est en Californie et qu'on le charge de retardant et qu'il décolle, là, par contre, ça rentre sur le budget de l'US Forest Service. Sachant que sur les 75 000 $ jour, plus les 12 000 $ par heure de vol, il n'y a pas le carburant. Le carburant, dans ces heures de vol-là, sur feu, c'est financé sur le budget fédéral. Mais en 2013, l'avion, il est out. Il est au Pinal Park, on a démonté les réacteurs. Je ne sais pas où ils sont passés les réacteurs. Donc, le PDG d'Evergreen dit, bah écoutez, il nous faut $1 million pour le remettre en état de vol. On va les trouver, vous inquiétez pas, l'avion sera prêt pour l'été 2014. Ah, alléluia. Sauf que, en septembre-octobre 2013, c'est donc l'administration Obama qui est au pouvoir et il y a un problème budgétaire énorme aux États-Unis et il y a ce qu'on appelle un shutdown. En gros, l'État américain dit on dépasse notre budget, donc on fait des coupes dedans et tout ce qui n'est pas, on dégage. Et ils ont dégagé, par exemple, les contrats des contracteurs de transport aérien qui avaient des missions pour les armées américaines pour acheminer et rapatrier le matériel militaire en Afghanistan notamment. Et Evergreen avait une grosse partie de son activité, voire même quasiment toute son activité, c'était sous contrat avec le ministère de la Défense américain pour faire des liaisons logistiques pour acheminer les soldats et le matos pour aller faire la guerre en Afghanistan. Et ça, du jour au lendemain, ça s'arrête. Et là, Evergreen se retrouve avec des avions qui n'ont plus aucune utilité. La compagnie s'arrête. Le shutdown arrive en septembre. En octobre, la compagnie dit on est en cessation de paiement, on dépose le bilan. Et en décembre, les avions sont vendus aux enchères. Donc ça va extrêmement vite, y compris le 747 et sa soute de largage. À ce moment-là, il y a des anciens d'Evergreen qui se disent il y a une soute, on peut peut-être la racheter aux enchères pour pas grand-chose. On monte une société pour voir si on peut pas gagner un peu d'argent avec ça. Ils trouvent un fonds d'investissement qu'ils séduisent, à qui ils disent nous on a notre idée, on voudrait créer une entreprise, on a besoin de quelques millions de dollars pour acheter un avion.
pour acheter la soute, pour faire les modifications. Et vous avez vu, il y a des contrats US Forest Service pour le 747 qui sont promis. Donc vous voyez, on peut investir, on va peut-être gagner de l'argent avec ça. Et donc, en 2014, ils créent la société. En 2015, ils achètent l'avion. Nous, on les rencontre avec Franck à Zadar, et on découvre quoi, le supertanker, il n'est pas mort. Et on rencontre ces gens-là, et on discute un peu avec eux. Alors, je vais être très clair, moi, en 2015, quand je les rencontre, j'y crois pas. Voilà, j'y crois pas, je suis très très sceptique. Le 747 n'a fait que des petites missions ponctuelles de droite et gauche, jamais rapporté d'argent vraiment, c'est mort-né. Et c'est très très mystérieux pour moi. Sauf que, en fait, très rapidement, on commence à avoir des éléments qui paraissent. Et il y a en particulier des communications, il y a des images de synthèse qui circulent comme celle-là. Et moi, je vois passer ça sur mes réseaux, et un Global Supertanker 747. Ça ressemble un peu à la livrée du prototype du 747-8. Puis le dessin est franchement moche, quoi. Non, ça marchera jamais, ce truc-là. Trop gros, trop cher, marchera pas. Sauf que il y a des brevets qui sont déposés, et ça c'est le brevet Evergreen de 2010, et on voit que la soute a évolué, il n'y a plus rien dans les soutes ventrales, tout est dans le pont principal. Donc on voit qu'il y a 2 circuits en parallèle, chaque circuit emmène un peu plus de 30 tonnes de retardant. Là on a le schéma avec les bus de largage à l'arrière de l'avion, donc cette partie-là. Le système est refondu, c'est-à-dire qu'à l'arrière ici vous avez les réservoirs d'air comprimés. Alors je ne sais plus la pression, mais c'est comprimé très très fort. Donc c'est des cellules qui sont extrêmement solides. Et donc en fait, il y a des tuyaux qui font qu'au moment du lancement du largage, l'air est injecté dans les tuyaux latéraux et chasse le retardant dans ces différents réservoirs, et ça part par là. Donc il y a 2 bus pour le circuit de droite et 2 bus pour le circuit de gauche. Les 2 peuvent être utilisés en même temps. Donc ça fait un largage qui peut avoir une certaine densité. Ça, c'est une photo qui date de 2016. Ils achètent un Boeing 747-400, ex-Japan Airlines, qui a été ensuite racheté par Evergreen et modifié cargo par Boeing. Donc c'est un 747-400 BCF, Boeing Converted Freighter, qui est stocké à la fin d'Evergreen. C'est un avion qui a 75 000 heures de vol à cette époque-là, donc c'est un avion qui a beaucoup servi, sauf que 75 000 heures de vol pour un 747, sachant que l'utilisation, l'exploitation des bombardiers d'eau aux États-Unis, c'est quelques centaines d'heures de vol par an. Les contrats de base, c'est 250 heures par saison. Alors, il y a quelques tankers qui en font 400, mais globalement, avec 25 000 heures de potentiel, ça vous fait quelques décennies d'exploitation. Un Boeing 747, ça se met à la ferraille à 100 000 heures de vol. Donc 75 000 et en restait 25 000. Ouais, honnêtement, ça fait de quoi 1000 heures de vol par an, ça vous fait 25 ans. Donc c'est un investissement qui est pas ridicule. L'avion est modifié à Marana en janvier 2016. Un chantier se déroule sur janvier-février 2016. L'avion est présenté à Sacramento en mars 2016 pendant un autre AFF event. Premiers essais de chasse. Donc ce que vous avez à l'écran là, c'est 30 avril 2016, donc c'est le premier essai de largage au sol. Alors si on regarde bien l'image, on voit le jet qui sort des buses ici, puis l'eau qui part dans tous les sens. Et c'est le lendemain que l'avion effectue son premier largage d'essai, donc 1er mai 2016. Mais là, par contre, toute la saison feu où l'avion fait ses essais, il est opérationnel, puisque la soute, c'est une récupération. Alors, il y a une embrouille sur la soute. On ne sait pas trop si c'est la première soute qui a été récupérée, refondue, ou si c'est la seconde qui a été réadaptée parce qu'il y a eu des modifications. Jamais su trop le fin mot de l'histoire, mais en tout cas, il y a une soute opérationnelle héritée d'Evergreen dans l'avion de GSS. À la tête de GSS, il y a des gens qui étaient chez Evergreen avant, hein, donc c'est la suite. La pression, c'est simple, il y a un avertissement, attention, zone d'explosion sur le réservoir avant. Alors, c'est de l'alu qui plie pas quand on appuie dessus à la main, donc c'est du costaud. Pas de contrat aux États-Unis pour la saison 2016, et le 25 novembre 2016, à nouveau, il se passe un truc. En Israël, il y a un feu du côté d'Haïfa, un feu qui a été d'ailleurs d'origine criminelle, voire même terroriste, on peut le dire, qui fait quelques victimes. Et ce feu entraîne la création d'une coalition internationale de bombardiers d'eau. Ça a été pendant quelques jours un espèce de salon international du bombardier d'eau et du Canadair. Il faut vous rendre compte de l'importance du déploiement. Il y avait des Canadair français, mais il y avait aussi des Canadair grecs et turcs qui combattaient les mêmes feux. Et quand on sait que les Turcs et les Grecs se regardent de chaque côté du Bosphore, un petit peu... il y a même eu des combats aériens entre les Mirage 2000 et les F-16 dans ce coin-là. Mais là, les Canadair étaient exploités en même temps sur le même feu en Israël. Il y avait un Beriev 200 qui venait de Russie. Enfin, ça a été un truc incroyable. Et GSS a loué son avion.
L'avion a traversé l'Atlantique en 12 heures. Il est parti directement de Colorado Springs pour se poser à Tel Aviv. Et puis après, ils sont allés faire 2 largages, qui étaient là pareil, à nouveau assez orienté démo plus que opérationnel, pour montrer que l'avion était déployable très rapidement, qu'il pouvait emporter une quantité d'eau ou de retardant extrêmement importante. On est toujours aux alentours de 70 tonnes. Et là, ça marque les esprits parce que les télés du monde entier étaient braquées sur Israël à ce moment-là, et la démo a impacté. Si bien que quelques semaines plus tard, en janvier-février, c'est au Chili qu'il y a des feux qui se déclenchent dans la cordillère des Andes et autour de Santiago du Chili, des feux extrêmement importants. Et donc, en fait, le Chili se dit, là, on est débordé. Nos petits moyens, nos petits avions agricoles, ça sert à rien, il nous faut du lourd. Appel à l'aide. GSS, votre 747, il est dispo, on en a besoin. Et pareil, en quelques heures, le 747 est chargé. Alors, il part à vide en termes de liquide. Par contre, dans les soutes, ils mettent des sacs d'un produit qui s'appelle le Pyrocool, qui est une espèce de retardant non coloré, mais une espèce de moussant. Un retardant court terme. Donc, ils chargent l'avion avec ça. Et ils vont se poser à Santiago du Chili. À Santiago du Chili, sur l'aéroport international, il n'y a pas de pélicandrome. Donc, ils installent des bacs de décantation. Et puis, l'alimentation en eau se fait avec des camions de pompiers. Pompiers d'aérodrome, pompiers civils, et ils installent comme ça un pélicandrome. Et parmi les autres avions qui sont venus au secours, il y avait un Ilyushin 76 d'Emercom équipé VAP2, et c'est un système qui emmène, il me semble, une quarantaine de tonnes de retardant aussi, sauf qu'au Chili, il n'y a pas de retardant, il n'y a que de l'eau, donc ils ont fait travailler les avions à l'eau. Alors, au Chili, il se passe un truc incroyable, parce que quand on parle du 747 supertanker, les réactions c'est de base, c'est trop gros, trop cher, pas de relief, tout ça, machin, et puis et vous mettez combien de temps pour le remplir? Parce qu'effectivement, par rapport à un écopage de Canadair qui prend 10 secondes, combien perdre du temps à remplir l'avion au sol? Bon, ben là, ils ont fait un truc dingue, c'est qu'ils ont mis un camion de pompiers d'aéroport, un Panther, en mode refoulement. Alors, un camion de pompiers, vous avez une pompe pour aspirer l'eau, pour remplir la soute. Puis une fois que vous avez rempli la soute à eau, vous avez des canons ou des lances, et il y a un système de refoulement d'eau. Et pour avoir été pompier sur aérodrome, je peux vous dire que le canon à eau, même sur un petit camion, ça pousse. Et là, le Panther, ils l'ont mis en mode plein débit. Et ils ont rempli l'avion comme ça avec un tuyau. Ils ont rempli les 2 réservoirs d'eau du 747 à régime max, 70 tonnes d'eau, ils l'ont rempli en 12 minutes 59 secondes. Sachant que, par exemple, pour remplir un Dash 8 sur un pélicandrome français, c'est 7-8 minutes. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, les soutes du 747, c'est de la peau de locomotive. Donc, tu peux envoyer plein débit dedans, c'est pas un problème. Les soutes des Dash 8, c'est du composite, puis c'est de l'alu relativement fin. Je ne suis pas allé donner des petits coups pour voir ce que ça donnait, mais en fait, il y a une limitation de débit sur le Dash 8 qui fait qu'on le remplit à hauteur de 1000 litres à la minute. C'est de l'alu qui plie quand tu appuies dessus bêtement. Voilà, donc c'est assez fragile, c'est assez pour ce qu'on en fait. Mais là, comme c'est de la peau de locomotive, plein débit, 13 minutes pour remplir le 747, vous vous rendez compte? Donc là, tu ne te poses pas la question de savoir s'il faut le ramener au sol ou pas. 70 tonnes, 13 minutes, ça va très bien, pas de problème. Et alors, le remplissage se fait moteur tournant. Alors, il peut se faire moteur tournant, s'il faut, mais en général, sur ces opérations-là, non, il coupe les réacteurs. C'est un avion stratégique. Il faut le voir comme un avion stratégique, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser stratégiquement. Donc, on va déclencher une mission à un moment donné, un moment stratégique. Mais s'il faut le faire moteur tournant, ils peuvent simplement, tu vois où sont les réacteurs, compliqué. Vraiment, le temps de remplissage, il n'est pas énorme. Vraiment, il n'est pas énorme. Et puis, on va voir les missions qu'ils ont fait après. Donc, au Chili, le 747 est utilisé, est bien utilisé. L'utilisation se fait systématiquement avec un lead plane pour guider l'avion. Le lead plane, c'est l'avion guide. Ils ont utilisé un CASA 295 de la marine pour guider les avions. C'est un gros pour un lead plane. Ça s'est pas trop mal passé. Les Chiliens ont dit que le 747 c'était pas mal, mais ils ont trouvé que le Ilyushin 76 donnait de meilleurs résultats. Donc on va leur faire confiance. Effectivement, le système de largage du 747 n'a pas donné son meilleur, mais en même temps c'est un largage à l'eau, ça pouvait pas être hyper opérationnel. Et de fait, voilà une photo d'un largage du 747. Alors je sais
pas cette photo-là, je me souviens plus de la provenance. Je ne sais pas si c'est sur les opérations en Amérique du Sud, parce qu'il est en largage à l'eau, ou si c'est un largage en Californie. Mais bon, sur un feu comme ça peut donner des résultats, mais c'est pas comme ça qu'il s'utilise principalement. C'est comme ça. Alors là, on est sur un terrain très très plat, c'est Fox Field à Lancaster, dans le sud de la Californie. Là, c'est un largage, c'est justement le largage de validation pour l'IAB, l'Interaction Sea Air Tanker Board. C'est une photo de quelqu'un qu'on a rencontré sur place qui s'appelle Steve Whitby, que je remercie pour sa belle photo. En réaction à la mission au Chili qui a été parfaitement réussie finalement, l'avion a été utilisé, il faut se rendre compte que l'avion est utilisé dans la cordillère des Andes, donc il était dans le relief. Donc les histoires de ces engins-là, ça peut pas intervenir dans le relief, c'est mort. Les Américains se sont rendus compte que oui. Et puis si on a l'infrastructure avec les pélicandromes qui vont bien, qui peuvent accueillir ce genre d'avion, eh ben, pourquoi pas. Et puis de toute façon, on est toujours dans la même situation. Les BAE 146, les RJ 85, les MD 87 commencent à arriver, mais il y a toujours besoin. Il y a des feux monstrueux qui font plusieurs centaines de milliers d'hectares chaque été à ce moment-là aux États-Unis. Et le 747 commence sa première saison au cours de l'été 2017 en Californie. Pendant les 3 mois de son utilisation, ils font 150 largages. Demandez à un pilote de la sécurité civile sur Canadair combien il fait de largage par an. Sur feu. Bah, c'est à peu près dans ces eaux-là. Il y en a qui ont fait 200, 300 facile, mais c'est du Canadair. Là, 150 largages sur le 747. Nous, on les rencontre, les gens de GSS, à nouveau en mars 18, donc juste après cette saison-là et ces deux grosses opérations. Et là, ils me le disent carrément, ils sont à la recherche d'un deuxième avion, parce que là, à ce rythme-là, le premier ne va pas suffire. Et ils sont à la recherche d'un Boeing 747-400 BCF, avec les mêmes réacteurs pour avoir la même maintenance. Et ils sont très très contents de leur avion. Et alors, l'avion est en contrat à ce moment-là avec la Californie. L'US Forest Service, finalement, n'a pas loué l'avion. C'est l'État de Californie qui l'utilise, qui le loue pour ses besoins propres. Les 150 largages ils le font pour le compte de la Californie. Pareil, utilisation obligatoire du lead plane. À ce moment-là, la Californie utilise un OV10D principalement pour le guider, qui est un peu plus puissant que les OV10A qui sont utilisés en ASM. Ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais l'avion donne de très bons résultats et les pompiers sont super contents. L'avion est utilisé de la manière suivante, en général sur un gros feu. On envoie tout ce qu'on peut envoyer, donc les trackers en première intervention, les hélicos, les tankers standard, C130, MD, BAE 146. Et si ça ne suffit pas, en fin de Noria, et en fin de journée, on envoie le 747 qui va poser une grosse barrière, ou qui va doubler les autres barrières, ou qui va faire le tour du feu s'il faut. Et derrière, on arrête les opérations pendant un certain temps, notamment en raison des turbulences de sillage du 747. Et puis au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, le cirque peut recommencer au même endroit si ça ne suffit pas. Et c'est comme ça que le 747 est utilisé. Voilà comment ça se passe quand on utilise un 747 avec un lead plane. Et donc on voit bien que le 747 à ce moment-là, il est dans le relief. Alors, ce qu'on voit sur cette vidéo-là, qui est assez intéressant, je reviens un petit peu en arrière, on voit que le lead plane est là. Alors, je ne vais pas grossir l'image, je ne sais pas ce que c'est comme avion, mais c'est peut-être l'OV10 ou alors c'est un Beech 200. Le lead plane s'écarte parce que le 747 est beaucoup plus rapide et va le doubler. La vitesse de largage du 747, c'est 170 nœuds. On avait discuté des vitesses de largage sur les autres avions, c'est moins de 100 nœuds sur un 740, sur un Canadair. Donc là, on est à 170 nœuds, c'est assez rapide. En fait, 170 nœuds, c'est la vitesse de croisière d'un Canadair, mais alors plein gaz. Donc lui, c'est à cette vitesse-là qu'il largue. Mais on s'aperçoit que la trace de retardant qu'il fait est très longue. Donc ça permet de faire des barrières très longues. Sauf que il s'avère que la concentration du produit n'est pas extraordinaire. Les Américains ont une grille de ce qu'ils appellent la grille du coverage level, c'est-à-dire la concentration de litres au mètre carré d'un largage. Ce qui les intéresse, ce n'est pas l'avion. Ce qui les intéresse, c'est le produit au sol. Qu'est-ce que ça donne? Et le coverage level du 747 atteint le niveau 8,
C'est une grille, je crois, qui va de 0 à 10. Et en fait, le 747, plein débit, il va pas plus loin que 8. Alors, c'est pas une quantité, hein, c'est une échelle. Hein. Et pour avoir un contrat avec l'US Forest Service, il faut atteindre 10. C'est le minimum. Si vous voulez avoir un contrat avec nous, il faut que votre système de largage atteigne 10. Et avec le système qui était embarqué sur le 747, ils n'ont jamais fait mieux que 8. Donc, pas de contrat avec l'US Forest Service. Par contre, la Californie, ça, c'est une contrainte fédérale. Ça ne nous concerne pas. Et donc, l'avion vole beaucoup. Et il fait des missions au nord. Il fait des missions au sud. La deuxième base, c'est San Bernardino. Là, on est Los Angeles et à gauche, là. Et donc, il va circuler dans le relief. Et on voit bien, là, sur cette capture Flight Radar, que l'avion va orbiter dans le relief et va faire ses largages sur des flancs de montagne. Il n'y a aucun problème. Il va voler en VFR en basse altitude dans les vallées. Bon, on en a discuté avec un des pilotes, hein, Marcos, qui était un ancien pilote de 747 de chez Evergreen, qui était passé chez GSS pour piloter le 747. À la fin de GSS, il est allé piloter des Air Tractors chez Airspray, mais depuis, il a été embauché pour piloter des DC-10 chez Tankerton. Donc c'est quelqu'un qui a une grosse expérience sur les VLAT. Et honnêtement, on l'a fait un peu parler, Franck surtout. Oui, piloter un 747 à basse hauteur dans le relief, c'est un kiff. C'est difficile pour eux de décrire ce qu'ils ressentent, mais c'est quelque chose d'unique. Avoir volé, c'est extrêmement spectaculaire, mais à piloter à basse altitude, pas de pilote automatique, hein, c'est vraiment du pilotage à la main, sauf quand ils faisaient les convoyages entre Sacramento et San Bernardino, où ils passaient en IFR éventuellement. Et effectivement, Marcos a dit à Franck, à la FF 2018, ça se pilote comme un Cessna 150. Et effectivement, le jour où on était en bout de piste à Sacramento pour le voir arriver, on a vu le 747 qui a pris l'alignement de la piste et qui a fait un encadrement, qui a fait une prise de terrain standard. Je prends l'axe de la piste, virage à droite, virage à droite, virage à droite, et on est aligné, on se pose. Et dans le circuit, à ce moment-là, il y avait un Cessna 150. Je ne l'ai pas mis la photo parce que, un port sujet, mais elle était marrante. Et donc là, on se dit, le 747, alors de combien de personnes était composé l'équipage? Bonne question. Le 747-400, et c'est pour ça qu'il avait été acquis par GSS, c'est que c'est un pilotage à 2. Sauf que pour gérer le système de largage, ils ont mis un troisième homme dans le cockpit, il y a la place, qu'ils ont appelé un DSO, Drop System Operator, opérateur de système de largage, qui lui gérait, mais il n'a pas beaucoup de boulot le garçon, hein, qui gérait les transferts de la soute. Et c'est le pilote qui déclenche le largage. Alors, je ne sais pas s'il donnait l'ordre à... Je ne sais plus. Je l'ai su, mais je ne sais plus. S'il donnait l'ordre au DSO d'ouvrir les vannes, parce que de toute façon, tu n'es pas sur des largages où tu dois être à la seconde, c'est le lead plane qui te donne le signal, et toi, tu arrives, tu sais, 3, 2, 1, top, t'ouvres. Et ça peut très bien se faire comme ça. Je ne sais plus s'il y avait un bouton sur le manche. Et ça a marché très bien. L'avion donne satisfaction. L'équipage est heureux. Ça se passe super bien. Ils font des centaines de largages chaque saison. Je ne sais pas combien. Ils ont fait 150 la première saison, mais les suivantes, ça a été pareil. Toujours contrat Cal Fire. Sauf que les contrats du Cal Fire, ils sont renouvelés d'année en année. C'est-à-dire que année 1, on vous dit, en début de saison, on va vous louer 2 mois. 1 mois, 2 mois. Et à la fin, vous ramenez l'avion à Marana et puis terminé. Colorado Springs pour GSS. Et l'année d'après, en mars, on vous dit oui, on va vous louer. Vous commencez le 1er juillet, puis ce sera terminé le 31 août. 2 mois. Et l'année d'après, on en reparlera l'année prochaine. Et ça, pour les investisseurs, ça a été un gros problème parce qu'il n'y avait pas de visibilité. L'avion était... Alors, je ne connais pas les prix auxquels l'avion a été loué, mais les chiffres qui ont été promis par l'US Forest Service doivent être dans le vrai. C'est-à-dire que c'est un avion que tu vas louer 75 000 $ la journée. J'ai entendu parler de 55 000 pour le 747-400, plus un coût à l'heure de vol. Et là, ta rentabilité, elle n'est pas fabuleuse. Mais l'avion amène de l'argent quand même. Mais il faut payer les mécanos, il faut payer la maintenance, il faut payer les recurring, tout ça. Enfin bon, faire voler un avion, ça coûte de l'argent. Et donc, arrive, alors 2019 ça se passe bien, 2020 la saison est intense aussi. Par contre, à l'issue de la saison 2020, parce qu'ils n'arrivent pas à séduire l'US Forest Service, GSS décide de faire un gros chantier sur son 747. Il l'emmène à Moses Lake, dans l'État de Washington. Et là, ils font des travaux sur la soute pour améliorer le débit, pour essayer d'atteindre le level 10 que l'US Forest Service exigeait. Ils font
des modifications sur la soute. Ils font un vol, et ça c'est la trace Flight Radar mars 2021, j'ai plus le jour en tête. Ils font un essai de largage de la soute modifiée. L'avion vole et on se dit chouette, on va voir le 747 pour cette saison, tout va bien. Et le 21 avril 2021, GSS annonce sa cessation d'activité. C'est-à-dire que les investisseurs, le fonds d'investissement, avait investi pour une durée de, je crois que c'était 5 ans. En gros, on vous finance pendant 5 ans, et puis au bout de 5 ans, on voit si c'est rentable ou pas, et s'il y a des perspectives ou pas, si on continue à financer, et si ça nous a rapporté assez. Là, je ne sais pas trop, il n'y a pas trop de perspectives, il y a beaucoup de frais, la rentabilité n'est pas top, on arrête. Et c'est ça. En fait, c'est pas que l'avion n'était pas rentable, c'est pas que l'avion n'était pas efficace, c'est juste que le fonds d'investissement, ça veut bien dire ce que ça veut dire, ce sont des gens qui investissent. Donc ils ne sont pas là pour la rigolade, ils ne sont pas là pour sauver la nature, ils sont là pour faire du business. Est-ce que cet avion-là rentre dans un business plan rentable? Ils ont décidé que non, à court terme, c'était pas viable, on arrête. On vend l'avion, on vend la soute, les gens sont licenciés, Marcos, donc commandant de bord, est licencié. La saison, quand tu es pilote de 747, tu connais tout le monde dans le milieu. Il va chez Airspray, qui sont des gens vraiment sympas, et il fait une saison ou deux sur Fireboss chez Airspray. Mais l'argent, toujours l'argent. De toute façon, tu peux pas passer ça outre. Ton avion, il te coûte des millions. De mettre du kérosène dedans, c'est des millions. Et tes contrats, c'est des contrats. Tu fais pas ça pour le plaisir. La sécurité civile, en France, c'est un droit régalien. Là-bas, c'est du droit commercial. Mais en France aussi, quand on sort les chiffres de coûts à l'heure de vol du Canadair, les frais de fonctionnement de la sécurité civile, ça a un coût. La question, c'est de savoir si ce coût engagé t'offre réellement quelque chose. En France, ça sauve des vies, ça sauve la nature. Aux États-Unis, ça sauve des vies, ça sauve la nature. Sauf que derrière, ce sont des gens qui investissent parce que c'est un business. Mais ce serait l'État fédéral, ce serait la même chose. L'État fédéral, quand il va choisir ses avions, disent vos avions, vous me les louez à quel tarif? Et ça fait des négociations. Et quand les négociations sont pas bonnes, ça donne des procès. Et il y a des procès tous les ans sur les contrats Forest Service, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qu'on développera sans doute avec Jérôme ou à d'autres occasions. Mais le fonctionnement partenariat public-privé aux États-Unis, il a du bon, il a du très bon et il a du très mauvais. Tout comme le système en France qui relève du droit régalien est très bon, mais il a aussi ses mauvais côtés. Donc il n'y a pas de système idéal. Mais ça, c'est le leur, donc il faut jouer avec les règles du jeu. Le 747, à un moment, les investisseurs se sont dit, on ne gagnera pas assez d'argent, pas assez vite avec, on arrête. L'avion est vendu. Il est vendu à National Airways, qui est une compagnie cargo. Alors là, ils ne s'embêtent pas. Ils ont repris la déco et ils ont mis leur marque dessus. Et l'avion poursuit sa carrière de cargo. Il est venu plusieurs fois en Europe. J'aimerais bien le revoir parce que c'était une belle machine. Mais voilà, il est redevenu un avion cargo. Le truc, c'est la soute. Qu'est-ce qu'elle est devenue? La soute, elle a été revendue à une boîte qui avait le projet de l'installer à nouveau dans un 747-200. Au moment où la vente se fait, il y a même un site web qui est créé. Qu'est-ce qu'ils ont fait des buses? Les buses, c'est pareil, ils sont partis avec la soute. Mais dans cette boîte, la boîte avait annoncé en disant « Vous inquiétez pas, on va prendre un 747-200, on va remettre la soute dedans et on aura un 747 pour la saison prochaine, sauf qu'on ne l'a pas vu venir. Je vois plusieurs désavantages. Bon, c'est une boîte, on ne sait pas d'où elle sort, et effectivement, peut-être que le fonds d'investissement a dit il y a les premiers qui ont lâché l'affaire, nous aussi. C'est un 747-200. En 2020, 747-200, regardez sur Flight Radar le nombre de 747-200 qui sont en vol en cargo. Ça se compte sur les doigts d'une main. Parce que tu as un avion qui est vieux, tu as des pièces détachées qui sont vieilles, et puis surtout, la formation des pilotes, c'est pas la même. C'est pas un 747-400, c'est les vieux instruments, 747-200. Et pourquoi prendre un 200 alors que dans le désert, à Marana, tu as encore plein de 400 qui attendent que de repartir en vol? Le 747 Supertanker, il était en vol, il était entretenu, il a été vendu dans la semaine. Et en plus, il faut un ingénieur navigant en plus, et la formation des ingénieurs navigants pour les Boeing 747 classiques, c'est pas simple. Donc, l'affaire 747-200, on est preneur. Et je ne sais pas ce qu'est devenu la soute, je ne sais pas où elle est, mais honnêtement, si vous avez quelques millions à perdre ou à dépenser, vous achetez la soute, vous achetez un 747 et vous essayez de relancer l'histoire. Mais à mon avis, maintenant, l'histoire, elle est finie. C'est dommage parce que l'avion était beau, mais ça rentre pas en ligne de compte. Il était relativement efficace, il faut quand même le dire. Si la Californie l'a fait voler autant, c'est qu'il y avait un retour.
c'est qu'il y avait quelque chose qui se passait. C'est que les barrières de retardant qui étaient posées avaient une utilité. C'est que l'avion avait une certaine facilité à utiliser. Il avait aussi un impact médiatique qui n'était pas négligeable. Et ça rentre toujours en ligne de compte. Si tu veux ouvrir des lignes budgétaires, avoir du médiatique, ça marche bien. Vous avez vu le panache de fumée? Vous avez vu les feux? L'importance des feux? Gros feux, gros avion. Donc 747, DC-10. Alors voilà, ça c'était l'histoire des DC-10 Supertanker, donc qui ont été mis en place par Evergreen puis par GSS. Donc l'histoire aujourd'hui est finie. Il n'y a plus de 747 sur feu. C'est dommage, c'est un peu triste parce que bah oui, ça faisait des images superbes. L'avion était magnifique. Pour l'avoir visité, le 747-400 dans la bulle en haut, c'était un petit salon qui n'était pas inconfortable et dans lequel on a passé un bon moment à discuter de choses et d'autres. C'était super sympa. Très belle machine, une équipe qui était vraiment sympa et qui avait vraiment un intérêt. Enfin, opérationnellement, ça marchait. Mais voilà, ce système de soute, et c'est pour ça aussi, c'est mon refrain habituel de dire, ce qui est important, c'est le système qu'on met dans l'avion. L'avion, le vecteur, quelque part, il importe peu. Les DC-10, vous remettez un DC-10 à la place du 747, ça va marcher pareil si vous mettez le même système de largage. Sauf que le système de largage du DC-10, il est différent, il marche mieux. Alors notamment la pente de montée une fois vide avec 100 tonnes de marge par rapport à la maximum take-off weight, c'est une fusée L400. Effectivement, une fois qu'il est vide, mettez plein gaz, le truc il monte et il sort du relief. Les histoires de relief sur des avions puissants, c'est pas grave. C'est-à-dire que plutôt que de serpenter dans la montagne, mettez plein gaz, vous tirez le manche et vous sortez par le haut. Point. Et sur un 747, vous faites ça, vous sortez par le haut, prenez un piaf, il y a un moteur qui est mort, l'avion continue à monter. Sur un tracker, en fonction de l'altitude, si vous perdez un moteur, vous commencez à faire du poivre. Hein. Parce que l'avion n'a pas le même rapport puissance-poids, même si, je vais le redire, le tracker, c'est quand même une référence dans le domaine. Mais sur un C130 avec 4 moteurs, c'est un peu le même problème. Donc les histoires de mania dans le relief, et là on le voit sur la dernière vidéo, la façon dont il plonge, qui va passer la colline, bah, c'est de la mania. Et l'avion est maniable. L'avion, on peut l'utiliser, on peut lui demander, peut lui en demander beaucoup. Et le 747, on pouvait lui en demander beaucoup. Il avait simplement un système de largage qui était un peu complexe, pas efficace, assez efficace pour justifier certains contrats. C'est ce qu'on retrouve sur l'A400M. L'A400M tel qu'il a été montré par Airbus. On a un vecteur qui est génial, un avion qui est super maniable, qui a la puissance à revendre, mais on a un système de largage qui est encore pire. Parce que bah, c'est un petit déversement, c'est un brumisateur. Voilà ce que je voulais démontrer, c'est que quel que soit le vecteur, ce qui compte vraiment, c'est le système d'armes qu'on met dedans. C'est comme pour les avions de combat. Prenez un A10, vous enlevez le canon, c'est pas pareil. Prenez un F-16, ne gardez que le canon, bah, c'est pas la même chose que quand vous avez des AMRAAM ou des bombes guidées laser. Ce qui compte, c'est le système d'armes et la façon dont ça se gère. Donc voilà l'histoire des 747 bombardiers d'eau aux États-Unis, un peu partout, puisqu'on voit qu'il a volé en Israël. En 2015, ils sont. Non, je ne sais plus en quelle année, ils sont allés en Bolivie aussi. C'est ça, en 2019, ils interviennent en Bolivie. Ils sont en contrat sous la Californie, mais comme c'est des contrats, peut-être que ça a été renégocié. Ils sont allés voler en Australie. Alors, si je précise tout ça, c'est que j'ai encore lu il n'y a pas longtemps un article sur un site web que je ne citerai pas, mais qui est assez
comment dire, assez célèbre pour l'ensemble des bourdes qui peuvent publier et qui ne corrigent pas, où ils expliquaient doctement que le 747 avait été utilisé notamment en Australie. Ben non, non. Les trois 747 d'Evergreen et de GSS n'ont jamais été utilisés en Australie. Les DC-10 par contre, oui. Mais ils ont fait le Chili, ils ont fait l'Israël, ils ont fait la Bolivie, ils ont fait l'Alaska, ils ont fait la Californie, l'Oregon. On les a vus à Châteauroux. Et ça, j'avoue que j'étais bien content d'y être. C'est une chouette histoire, c'est une belle histoire, et c'est une histoire aéronautique importante. Voilà. Je vais vous souhaiter un très bon week-end. On se revoit la semaine prochaine. Et comme d'habitude, je ne sais pas encore de quoi on va parler. Et puis, bah, on se voit la semaine prochaine. À bientôt.